Est-ce que vous voyez que j'ajoute des lignes? Ça marche. C'est ça. OK, on est reparti. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait le dernier coup? Moi, je vais retourner dans le cours 04. Et en fait, non, je vais aller dans le cours 03, juste pour être sûr. Je suis au même endroit que mon script. Et là, j'ai quelques fichiers FASTA ici. Puis, je vais confirmer que count sequences fonctionne sur mes séquences wrap.fasta. Ça me dit 99 séquences. Je vais vous mettre en mute parce que j'entends beaucoup de bruit. OK, donc là, je vois que j'ai lancé mon script comme n'importe quelle autre commande sur le système. Donc, en quelque sorte, j'ai installé le script. Là, c'est juste un petit bout de script qu'on a écrit nous-mêmes, mais quand ça va être des programmes plus tard, c'est la même méthode. C'est-à-dire que vous allez peut-être télécharger un fichier déjà compilé qui est un programme qui fonctionne, vous allez l'ajouter dans votre dossier programme, puis à partir de là, il est disponible. Ou vous allez avoir à le compiler et ensuite à l'installer à cet endroit-là. Là, il manque juste une chose pour que ça fonctionne bien. Pour que ça fonctionne pareil comme si c'était sur le système. Là, on voit que j'ai plusieurs fichiers FASTA dans ce dossier-là. Mais si je fais count sequences étoile.fasta, comme on faisait avec, par exemple, grep ou WC ou d'autres fichiers, ça ne fonctionne pas. Okay? Il me retourne juste le nombre de séquences dans le premier fichier qu'il trouve. Donc ici, là, je vais faire un exemple, echo, alors FASTA, puis on voit que le premier qu'il trouve, c'est séquence1.fasta. Il m'a retourné le nombre de séquences seulement dans celui-là, pas les autres. Ça, c'est normal parce que dans mon script, dans le fond, j'utilise file est égal à $1. Puis le $1, c'est le premier argument. Fait que c'est comme si j'avais dit à mon programme que l'argument, c'était tout ça ici. Je ne vais pas aller jusqu'au bout de la ligne. Mais c'est comme si je lui avais donné tout ça, mais en fait, je vais chercher juste le premier. OK? Donc, c'est normal qu'il me donne juste pour le premier. Si je voulais faire ça pour tous les fichiers du dossier, je serais obligé de faire une boucle. On va revenir là-dessus, mais je vais juste vous montrer rapidement. Pour l'élément I, la liste de trucs qui est étoile.fasta. Je te gage que vous ne voyez plus encore. En tout cas, pour chacun de ces éléments-là, do, ça veut dire fait le truc suivant. Count sequences, $i. Donc, i ici, c'est une variable, comme on est habitué. Puis, qu'est-ce qu'il va y avoir là-dedans? Tous les noms de fichiers .fasta. Pardon, cette portion-là ici. Tous les noms de fichiers .fasta séparés par des espaces. Puis, pour chacun de ces noms-là, ben, je lui dis fait count sequences $1, $i, qui est le nom de la séquence. Il faut que je termine par point virgule done. Fait que ça, c'est juste la syntaxe générale là, d'une boucle dans Bash. Et là, on voit qu'il m'a fait tout ça. Je vais rendre ma boucle juste un peu plus intéressante. Avant de compter les séquences, je vais faire echo $i, point virgule. Puis là, on voit, je fais juste afficher le nom du fichier, le nombre de séquences, le nom du fichier, le nombre de séquences, etc., etc. C'est juste pour qu'on voit, étant donné qu'ils ont tous le même nombre de séquences, qu'on voit que c'est bien des fichiers différents dans ces cas-là. Le $i, dans le fond, toutes les fois que tu vois $ quelque chose, ça veut dire le contenu de la variable en question. Donc là, c'est la variable i. Puis là, ma boucle, comment elle commence ici, elle dit pour chaque élément i dans la liste des fichiers FASTA. OK? Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que la boucle, elle va commencer le premier coup. Puis dans i, la variable i, il va y avoir le nom du premier fichier. Là, la boucle, elle va faire tout ce qu'elle veut faire avec ce nom-là. Puis après ça, elle va arriver, puis elle va mettre dans la variable i le nom du deuxième fichier. Puis là, elle va faire les boucles comme ça avec chaque nom de fichier. C'est ça. Fait qu'on reviendra sur les boucles le cours prochain, mais vous avez déjà la syntaxe, là. C'est de quoi qui peut être pratique. Ensuite, les fichiers on va voir les fichiers de configuration. Ben, y a-t-il des questions par rapport à ce qu'on vient de faire? Le script, l'installer, l'écrire dans Joe, n'importe quoi? De votre côté, ça va? OK. Donc, on va voir maintenant les fichiers de configuration. En fait, on en a déjà vu un tantôt. Là, je vous ai ouvert le fichier
.profile. Fait qu'on va faire juste CD, Enter, puis on va s'en aller dans notre dossier d'utilisateur. Puis là, on va faire ls-a. Puis là, vous voyez qu'il y a plus de choses dans votre dossier que vous voyez d'habitude. Il y a quelques fichiers qui commencent par des points, comme par exemple le fichier .bashrc, .bashhistory, .bashlogout, .profile, .vimrc, .tmoxconf. C'est tous des fichiers de configuration quasiment. Okay? Nous, les deux qui nous intéressent, c'est le fichier .profile qui est chargé à chaque fois que vous vous connectez sur un serveur et le fichier .bashrc qui est relancé à chaque fois ou qui est relu à chaque fois que vous lancez un shell bash. Quand vous êtes sur un serveur comme ça à distance, souvent c'est au même moment les deux. Là. Vous vous connectez à distance, .profile est lu, puis là ça vous ouvre un shell bash, .bashrc est lu. Donc, ces deux fichiers-là sont lus. Si vous êtes sur votre ordinateur et que vous ouvrez un autre terminal, bien, il va relire .bashrc. Mais le .profile juste une fois quand vous vous connectez sur votre ordinateur. Donc, on va éditer ces fichiers-là. On va faire Joe, puis on va aller voir qu'est-ce qu'il y a dans .profile. Il n'y a pas grand-chose dans .profile. Il n'est pas si gros que ça, mais on voit au début, il y a des commentaires. Toutes les lignes en vert, c'est des lignes de commentaires. Comme je vous ai dit, les lignes de commentaires, c'est très important d'ajouter ça dans des scripts. Si je descends un peu, je vois qu'il y a une ligne de commentaire ici qui dit « Si jamais je suis en train de rouler bash, if, blablabla ». Fait qu'il va se passer quelque chose ici. En gros, qu'est-ce qu'il va faire? Si je suis en train de rouler bash, il va charger le fichier bashrc. Donc, c'est dans votre fichier profil que ça dit ça. Oui? Non. Ce fichier-là, la question c'est, est-ce que c'est moi qui l'ai créé? Puis la réponse c'est oui, mais juste parce que je suis l'administrateur du système. C'est pas toi qui l'as créé en te connectant sur ton ordi, mettons. Par défaut, il va y avoir quelque chose qui s'appelle .profile, puis .bashrc ou .bashprofil sur un Mac ou des trucs comme ça. Par défaut, sur le système, il y a un fichier comme ça de base que tu peux modifier par la suite. Mais il est important, puis il est nécessaire ce fichier-là. Donc, ici, ce que ça dit, si jamais c'est bash, lis le fichier .bashrc qu'on va regarder en prochain. Après ça, qu'est-ce que ça dit ici? Ça dit, si jamais dans le dossier home de l'utilisateur, il y a un dossier /bin, inclus-le dans le path. Okay? Tantôt, j'aurais pu vous dire, au lieu de le mettre dans votre dossier utilisateur /programme, j'aurais pu vous dire de le mettre créer un dossier /bin, puis de mettre votre programme là-dedans, puis le système automatiquement l'aurait reconnu. Mais c'est pas ça que je voulais, là. Je voulais qu'on le fasse comme manuellement. Et ensuite, en bas, vous allez avoir une ligne qui va ressembler à ce que j'ai ici. Si vous avez fait la commande copier-coller de tantôt, c'est cette portion-là qui était rajoutée en bas. Ça, on peut l'ajouter à la main, c'est juste que je ne voulais pas que vous risquiez de faire une erreur dedans. Cette commande-là, qu'est-ce qu'elle fait? Le export est important. Qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle change la variable path. Puis après ça, export, ça fait en sorte que dans le terminal, on va pouvoir avoir accès à cette nouvelle version-là de la variable path. Et là, comme je vous ai expliqué tantôt, path est égal à votre dossier /programme suivi de 2 points et ce qu'il y avait déjà dans la variable path. Donc, si jamais, ici, là, à la fin, là, vous ajoutez un autre dossier programme dans lequel vous mettez des trucs, fait que, par exemple, ça pourrait être le dossier prog, vous avez qui va être égal à prog 2. OK. Fait que là, ici, à la commentaire, c'est $path. Et en mauve foncé. Je pourrais en ajouter plusieurs comme ça. Là. Si j'installe SAMtools, puis je le mets dans /home /programme /SAMtools, puis les exécutables sont là, ben je vais rajouter /home /programme /SAMtools dans mon path, puis maintenant le logiciel est installé pour moi. Donc je vais effacer cette ligne-là pour l'instant, puis je vais sortir. On me demande est-ce que je veux garder les changements. Parce que, en fait, faites attention quand vous sortez de Joe, il ne vous demande pas voulez-vous garder les changements, il vous demande voulez-vous perdre les changements. Okay? Voulez-vous ne pas garder les changements? Fait que lisez la question comme il faut. Est-ce que je veux perdre les changements? Oui, dans ce cas-là, je ne veux pas sauvegarder, donc je veux perdre les changements. C'est un peu bizarre comme logique, mais c'est ça. Donc, on a vu déjà qu'est-ce qu'il y avait dans celui-là. .profile, il n'y a pas grand-chose. Si on va voir dans le .bashrc. Pour ça, en fait,
suggère d'aller ajouter vos paths dans point profile parce que c'est un petit fichier. C'est plus facile de se rendre à la fin. Il y a moins plein d'affaires qui vont être mélangeantes, etc. Si on va voir dans le bash RC, c'est un plus long fichier qui contient des commentaires encore, blablabla. Et à la ligne 19 et 20, si vous regardez en haut complètement du terminal, là, vous avez row avec le numéro de la ligne. Okay? Fait que si vous vous rendez à la ligne 19 et 20, il y a deux variables qui s'appellent size puis hist file size. Ça, ce que ça dit, c'est combien de commandes votre fichier d'historique va garder. Donc, quand on remonte dans l'historique de nos commandes, là, présentement, il en garde 1000. Fait que ajoutez un 0 à chacun, juste pour être sûr que vous gardez toutes les commandes que vous allez lancer, puis vous pouvez avoir accès à toutes les commandes par la suite. Donc, les fichiers config sur Linux, c'est des fichiers texte, la plupart du temps. C'est pas des fichiers .ini cachés quelque part, là, comme sur Windows, qui sont des fichiers texte, en fait, aussi. Là, mais donc, j'ai ajouté ça, puis je vais juste garder dans mon historique plus de commandes. Tout le reste, ben, changez rien, parce que vous risquez de briser votre terminal de différentes façons. La portion ici, par exemple, tout ce code-là ici, c'est juste pour dire de quoi mon prompt a l'air. Fait que ça peut se modifier, mais c'est facile à briser, parce que vous voyez, il y a plein de codes bizarres ici. Là. Donc, changez le code. Ah, ouais, une étape que je disais dans le PDF, c'est avant de faire des modifications de ces fichiers-là, faites-en un backup. Là, on ne l'a pas fait. Fait que si vous avez des problèmes, je vais vous sauver en vous en mettant une copie propre. J'avais d'autres choses que je voulais vous montrer. J'avais parlé de la ligne 20, 19, 20, puis à la ligne 88, puis 80 à 90. Vous voyez qu'il y a une section d'alias. Okay? Donc, c'est ça la prochaine affaire qu'on va voir. On va se créer des alias, nous autres aussi. Un alias, qu'est-ce que c'est? C'est juste une façon de taper une commande ou un nom de commande, puis Bash va remplacer automatiquement ce bout-là de texte que vous avez lancé, comme par exemple alias LL, ici, va être remplacé dans le terminal automatiquement par tout ça. OK? Donc, si vous tapez LL, il va vous lancer ls, moins petit a, petit l, grand F, moins, moins, group directories first. OK? Il va vous lancer tout ça. C'est pas un programme, c'est vraiment comme une substitution de texte. Quand Bash, il lit votre ligne de commande, s'il voit LL, il le remplace par ce texte-là. Donc, nous, on va s'en créer des alias. On va aller à la fin du fichier, complètement, fait que juste à descendre avec la flèche. Vous voyez qu'il y a une section là, sur changer les paramètres de langage pour le canadien, le langage canadien anglais. C'est moi qui ai eu besoin de vous rajouter ça parce que sinon ça ne marchait pas très bien sur le serveur. Genre les accents aigus ne marchaient pas bien. On va s'ajouter une section aussi. Puis là, ça vaut toujours la peine de commenter comme il faut. Fait que qu'est-ce que je fais? Je mets aliases, add. Ce qui a dépassé cette ligne-là, c'est moi qui l'ai ajouté. Fait que plus tard, si je reviens dans ce fichier-là, j'aurais pas peur d'éditer cette section-là, par exemple, parce que c'est pas de la config essentielle au système. Là. Fait que je vais juste me laisser une petite note à moi. Puis là, on va se créer deux alias qui vont être bien pratiques, puis dont je m'ennuyais parce que je les avais pas. Donc, alias. Est-ce que vous êtes rendu là, tout le monde? Y a-t-il quelqu'un qui n'est pas rendu là? OK, donc pour taper un alias, c'est tout simplement alias, espace. L'alias qu'on veut utiliser. Dans notre cas, on veut utiliser LH. On ne va pas mettre d'espace, on va mettre égal. On va ouvrir des guillemets simples. Ça peut être des guillemets doubles aussi, je pense. ls espace moins LH. Donc, je ne serai plus obligé de tout le temps taper ls moins LH pour voir mes fichiers dans mon dossier. Je veux juste faire LH Enter. Moi, j'aime bien cet alias-là. Puis on va s'en faire un autre. Alias P est égal à ouvrir les guillemets PWD. Fermez les guillemets. Vous allez sauver dans un cas 3 touches, puis dans l'autre cas 2 touches, ce qui est vraiment important. Ouais, ça te fait rire? Ben, c'est parce que quand on tape, pour de vrai, cette commande-là, on la tape 10 000 fois. Là. Fait que 10 000 fois 3 caractères, ça fait 30 000 caractères. J'ai d'autres choses à faire dans ma vie. Donc, on va sauvegarder, CTRL-K-X. On va être obligé de recharger ce fichier-là, source. Point. Et maintenant, si je fais P au lieu de PWD, ça me dit dans quel dossier je me trouve. Si je fais LH, ça me dit, ça me liste les dossiers et les fichiers.
Moi, quand je veux monter d'un dossier, j'ai U pour up puis D pour down. Qui monte puis qui descend automatiquement. Ça, au lieu de faire CD espace point point, CD tiret. Bon. Fait que ça, c'est pour les alias. S'il y a quelque chose que vous faites souvent, une commande qui a, je sais pas moi, 10 caractères, tu sais, par exemple, grep -c. On pourrait faire un alias pour ça, OK? On va s'en faire un. Joe. Fin. Je vais appeler ça CF pour count FASTA, ou appelez-le comme vous voulez. Puis, entre parenthèses, faire grep moins. Utiliser des guillemets simples, genre pour tout mon alias, j'ai des guillemets simples, mais à l'intérieur, j'ai utilisé des guillemets doubles. Si je mélange des guillemets simples et des guillemets doubles, ça ne marchera pas. C'est-à-dire que si je délimite tout le texte par des guillemets simples, à l'intérieur de ça, je peux utiliser des guillemets doubles, mais pas des guillemets simples. OK? Fait que si je tape ça, je vais vous laisser 2 secondes pour... Ouais, OK. La commande au complet, c'est alias, CF est égal à... Fait qu'ici, c'est des doubles guillemets autour du plus grand que, puis un simple guillemet à la fin. Qui ferme le premier simple guillemet du début. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas terminé de taper tout ça? Est-ce que tu as fait source après? C'est sûrement ça. Une fois que tu as sauvegardé le fichier, tu fais source.bashrc. Sinon, dans le fond, tes alias, ils sont dans le fichier de config, mais ton fichier de config n'a pas été lu par le système. OK, fait que je vais sauvegarder ça, CTRL-K, X. Je vais refaire ma commande source. Là, je vais vous redonner le petit truc. Là. Je pourrais taper source, blablabla. Là. Si vous faites CTRL-R, vous tombez en mode de recherche dans l'historique. Si je tape source, S-O-U-R, là, je vois que la dernière commande que j'ai lancée qui ressemblait à ça, c'était celle-là que je veux. J'ai juste à taper sur Enter. Okay, fait que c'est juste plus rapide de faire ça que de soit taper la commande au complet ou soit faire la flèche par en haut jusqu'à temps que j'arrive à la bonne commande. Maintenant, si je fais... C'est quoi qu'on a fait? CF au compte FASTA. Les fichiers FASTA, fait que je vais aller dans le dossier cours 03, 01 fichier. Puis faire CF étoile.fasta. Donc au lieu de faire grep -c, guillemets, plus grand que, guillemets, étoile.fasta, j'ai fait CF. Donc ça peut être quelque chose que je fais souvent. Typiquement, c'est de quoi qu'on fait quand même souvent. Là, je travaille sur un fichier FASTA, j'extrais des séquences, blablabla. Je veux savoir que j'ai bien extrait les 32 séquences que je voulais. CF, le nom du fichier, puis là, je vais voir qu'il y en a 32 ou qu'il y en a 38, et là, j'ai fait une erreur à quelque part. Est-ce que... Oui, Anne-Laure, tu avais l'air de perplexe. Ah, OK. C'est un nom très ambigu. Ah, ok, vous avez un message. Wow! On a quelqu'un qui est allé méta un peu, il a fait un alias pour lister des alias. Par exemple, on peut faire grep alias slash alias, mais tu n'as pas vraiment besoin de faire ça. Si tu fais juste alias, enter, ça te dit ce qui existe. Mais peut-être que la commande n'est pas assez belle pour toi. OK. Là, A qui est égal à alias. Vous pouvez, en temporaire, vous voulez vous créer un alias, on préfère alias. A est égal à alias. Pipe. Là, on ne va pas faire ça trop simple. Moins PE. N'importe quoi du début jusqu'à un espace. Je remplace ça par rien.
je vais mettre des doubles guillemets au début et à la fin parce que j'utilise des simples guillemets ici. Puis là, si je fais A, et voilà, j'ai mes alias. Ça a plus ou moins marché comme je voulais, là, mais bon. Cet alias-là, il est temporaire. Quand je vais fermer le terminal puis je vais le rouvrir, il n'existera plus. Okay? Parce que je l'ai défini dans cette session-là. Si on veut qu'il soit permanent, il faut le mettre dans notre... Bon, l'autre affaire, c'est que Laura avait une erreur. Je vais juste faire un alias simple comme celui-là ici. Laura avait une erreur parce qu'elle avait mis un espace ici. Donc, la syntaxe, quand on définit une variable dans Bash, on ne met pas d'espace. Ni avant, ni après le égal. De cette façon-là, ça marche. Y a-t-il des questions par rapport aux alias? Est-ce quelqu'un qui a bloqué à quelque part? Tu pourrais même te faire un alias pour qu'il crée des alias. Genre, un alias que c'est add alias, puis que ça ajoute un alias à la fin de ton fichier bashrc. C'est cool, mais c'est la meilleure façon de scraper ton fichier bashrc. OK, fait que là, la prochaine affaire qu'on va voir, s'il n'y a pas de questions, c'est l'utilitaire screen. Je vais retourner dans mon dossier de base, là, en faisant CD, juste pour que le prompt il soit moins tenant à regarder. L'utilitaire screen, je ne vais pas le lancer tout de suite. J'ai déjà parlé quelques fois, je vais vous rappeler rapidement qu'est-ce que ça fait. Ça me permet de ouvrir une instance de screen qui va être permanente, même quand je vais m'en déconnecter. Donc, je peux m'en déconnecter. Je pourrais me déconnecter du serveur complètement, mais l'instance screen, elle continue à marcher. Puis dans cette instance-là, c'est un terminal comme les autres. Je peux lancer des jobs ou des commandes qui vont rouler pendant longtemps, des heures ou des jours. Puis, je ne suis pas obligé de rester connecté pendant tout ce temps-là avec mon petit terminal ouvert sur mon laptop. Okay? Fait que c'est très utile. Il existe Screen. Si jamais vous connaissez déjà Screen et que vous ne l'aimez pas, parce qu'il est un petit peu barbare, il existe Tmux aussi, que je vous ai fait un setup déjà sur votre ordinateur, mais il est différent, puis il n'est pas installé sur les ordinateurs par défaut. Screen va probablement tout le temps être là sur les serveurs Linux. Donc, pour lancer Screen, juste à lancer Screen comme ça. Screen, Enter. Et là, il m'affiche un message légal, en quelque sorte. Je peux faire Enter pour fermer ça. Et mon terminal a l'air de la même chose que d'habitude. OK? C'est une des affaires que j'aime pas de Screen, c'est que là, je ne sais pas si je suis dans Screen présentement. Probablement que je peux même dans Screen un autre screen, puis un autre screen. Puis là, je ne sais plus, je suis rendu dans quel niveau de Screen. Okay? Pour ce que je viens de sortir du premier niveau, puis je vais sortir du deuxième aussi, juste pour être sûr. Puis là, on voit, il me dit ici, Screen is terminating. Quand je suis sorti de Screen de cette façon-là, soit en faisant CTRL-D ou en tapant Exit, ben, il est fini, il est terminé pour de vrai, il n'y a plus de commandes qui roulent là-dedans, c'est vraiment terminé. Donc, c'est pas comme ça qu'on va faire quand on va vouloir lancer des commandes puis les laisser tourner. Okay, je vais vous montrer comment. Enter ou CTRL-D sur ton clavier. En faisant CTRL-D, ça sort. Okay. Je vous conseille de donner un nom à vos sessions screen, ça va être beaucoup plus facile. Fait que si je fais screen moins grand S, puis j'appelle ça je sais pas. Là, j'ai lancé une instance screen. Puis là, je vais vous montrer, je vais vous laisser 2 secondes pour le lancer comme ça. Puis là, je vais lister les instances screen qui existent. Okay? Donc, si j'utilise screen moins ls, il me liste toutes les instances screen qui sont en train de tourner présentement. Et il me donne quelques informations. Il me donne un numéro. Ça, c'est le numéro d'identification de l'instance qui tourne. Ça, c'est le nom de l'instance qui tourne. Je pourrais en avoir plusieurs qui tournent en même temps. Puis ici, à la fin, je vois Attached. Ça veut dire que je suis présentement connecté à ce truc-là. Ça ne veut pas dire que dans le terminal où je suis présentement, je suis connecté dedans. Il peut y avoir un autre terminal sur mon ordinateur d'ouvert qui est connecté dedans. Donc, ça ne m'indique pas si présentement, moi, ici, dans le terminal, je suis dedans. Mais, c'est ça. Si vous avez juste un terminal d'ouvert, il y a des grosses chances que c'est ça que ça veut dire. Vous êtes présentement connecté à celui-là. Pour se déconnecter, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais juste taper en texte. Là. On va faire CTRL A, B. OK?
Dans Joe, on se souvient, les commandes, ils commençaient souvent par CTRL-K, suivi de quelque chose. Dans Screen, les commandes, ils commencent par CTRL-A. Dans le fond, ça envoie le signal au terminal que, oups, qu'est-ce qui s'en vient? C'est une commande pour Screen. Et ensuite, on fait D. Donc, CTRL-A, D. Là, on voit qu'il me met un message, il dit « Detached from blablabla ». Okay? Cette fois-ci, il ne me dit pas « Terminating », donc la session existe encore. Si je veux être sûr, je peux faire Screen, -ls, puis je vois que la session existe encore, puis mon statut, c'est Detached. Il semble que je voulais dire quelque chose d'important que je me souviens plus. Bon, ben, pendant qu'on est là, on va s'en créer une nouvelle. OK? Fait que là, je suis détaché, fait que c'est important d'être détaché. Faire session. Screen-ls. Je vois qu'il existe présentement deux sessions de R, une à laquelle je suis attaché, puis l'autre détachée. Donc, je vais me redétacher de celle-là où je suis présentement. CTRL-A, D. Ah ouais, ce que je voulais dire, là, la commande CTRL-A, CTRL-D, elle fonctionne aussi, OK? Ça veut dire que vous n'êtes pas obligé de lever votre petit doigt de contrôle. Fait que vous pouvez faire CTRL-A, CTRL-D. Je vous suggère de ne jamais faire ça, parce que c'est possible que le CTRL-A ne fonctionne pas, par exemple. Même affaire avec CTRL-A, CTRL-C, ça marche. C'est une autre commande que je vais vous montrer. Mais faites CTRL-A, lâchez le contrôle, puis faites D ou C. Okay? Parce que sinon, par exemple, si vous faites CTRL-A, CTRL-C, puis que le CTRL-A n'a pas marché pour une raison X, vous n'avez pas appuyé sur A comme il faut, bien, vous venez de faire CTRL-C. Là, vous venez de tuer votre commande, dans le fond, que vous aviez lancée, qui tourne peut-être depuis 10 jours. Okay? Fait qu'il ne faut pas faire ça. Fait que faites CTRL-A, lâchez le contrôle, puis faites D ou C après. Bien que l'autre raccourci fonctionne quand même. C'est juste dangereux. Maintenant que je suis détaché screen, c'est étonnant, hein, faire screen -list, -ls, on pourrait se faire en alias. On va faire en alias. Alias, temporaire. SL pour screen list est égal à screen -ls. Ça dit les moins longs, hein? Tu peux t'en aller? Ben, va-t'en. Regarde, je vais faire un alias pour ça. Alias. Votant est égal à Clément s'en va. Écho. Clément. Je vais le mettre. Donc, pour être sérieux, les alias, là, mais au début, il faut apprendre. Je vois que j'ai mes deux sessions qui sont là, puis là, je voudrais me rattacher à une des deux. Pour me rattacher, je fais screen, -R, et là, je dois lui donner soit le numéro, soit le nom ici, ou soit le début du nom qui permet d'identifier la session uniquement. Comme par exemple, elle commence par S, puis elle commence par C. Si je fais -RC, je vais me rattacher à celle-là. OK? Je vais faire screen. Je vois que je suis effectivement attaché à cours 04. Donc, la raison pour laquelle je veux que vous nommiez vos sessions, c'est si vous en avez une ou plusieurs, c'est juste plus facile de se réattacher à une session avec le nom que de taper le numéro. OK, CTRL-AD, je me détache. Screen, -ls, truc. Là, je veux me réattacher. Screen, -R. OK. Et screen, il sait que je suis en train de chercher un nom de session, puis il me le complète. Je peux me rattacher à celle-là. Pour terminer une session, on l'a vu, CTRL-D. Je vais faire CTRL-D, ça me marque Screen is terminating. Screen, donc il m'en reste juste une. S'il y en a juste une, puis je fais Screen, -R, il va se rattacher. Là, je m'excuse, là, on voit du texte, là, mais laisse, il en reste vraiment juste une, puis je me suis réattaché. Donc, juste -R, c'est assez. Quand il y en a juste une, il sait à laquelle se rattacher. Sinon, il faut la nommer.
Ça se peut que c'est tout ce que vous allez avoir besoin comme commande dans Screen. Il existe d'autres choses que vous pouvez faire. Par exemple, dans Screen, vous pouvez créer différentes fenêtres. Donc, dans la même instance de Screen, je pourrais avoir plusieurs fenêtres qu'on crée avec CTRL-A-C. OK. Puis qu'on peut lister avec CTRL-A, double guillemets par la suite. Donc, il me liste que j'ai deux fenêtres connectées à une ou l'autre. Je pourrais même les renommer si je voulais, etc., etc. Mais bon, c'est peut-être plus ou moins intéressant pour vous autres. Fait que là, ce que je vais faire, CTRL-A, je vais aller me connecter à la deuxième que j'ai créée, puis je vais la fermer avec CTRL-D. Je vais confirmer que je suis bel et bien encore là, oui. Là, si rendu là, vous êtes mêlé, fermez tout, puis recréez une nouvelle session, là. Parce que là, on va faire, dans le fond, ce qu'on essaie de faire avec Screen, qui est de lancer une commande, puis se détacher. OK? Fait que là, la commande que je veux lancer, c'est la commande sleep, qui ne fait pas grand-chose d'utile, sinon attendre. Mais si je fais sleep 9999, ben, je vais attendre longtemps. Ça, c'est le nombre de secondes, dans le fond. Fait que je vais attendre 9 heures et quelques. OK? Ou quelque chose comme ça. 3600, c'est non, pas vrai. Je vais attendre 2h46 ou un autre. Donc là, j'en ai pour longtemps, puis je veux me déconnecter puisque je veux aller dîner, puis après ça, je regarderai ça cet après-midi. Pour se déconnecter, on a vu, on fait CTRL-A, D. Je viens de me déconnecter de Screen. Je peux confirmer que le Screen est encore là avec Screen-ls. Parfait. Puis là, ce que je vais faire, moi, vous n'êtes pas obligé de le faire si vous voulez. Si vous ne voulez pas, ou si c'est long pour vous, mais moi, je vais me déconnecter du serveur rack.ibis.level.ca. Donc là, je me suis complètement déconnecté. Je suis sur mon ordinateur, puis je vais me reconnecter au serveur. Je vais prendre ma pause dîner ou ma fin de semaine, puis là, je reviens. Puis là, une fois que je suis revenu, je vois que j'ai toujours mes affaires. Screen pour me réattacher. Et ma commande sleep tourne toujours. OK. Ça se peut qu'elle aurait terminé parce qu'on est rendu lundi, puis elle a eu le temps de terminer. Ben là, je vois qu'elle est terminée. Je peux arrêter Screen puis faire ce que je veux avec les résultats, les recopier sur mon ordinateur, dans mon bureau ou peu importe. Donc, Screen, c'est quand même utile dans bien des cas. Sinon, des fois, ce que les gens font, c'est qu'ils ouvrent plusieurs petits terminaux, puis là, ils laissent ça sur leur bureau, puis là, ils ne peuvent pas fermer leur ordinateur pendant qu'il y a des tâches qui tournent. Je vous ai mis dans la section de Screen. C'est la section 5, mais à la page 14. De toute façon, à la dernière page complètement du document, vous avez cette section-là qui est répétée, là, la liste des commandes de Screen. Fait que se détacher, terminer une instance, créer des nouvelles fenêtres, tout ça. J'ai pas mis en fait les commandes Screen pour créer une instance, pour lister les instances puis tout ça, c'est-à-dire Screen-ls puis tout ça. Je pourrais les ajouter. Mais en gros, là, je vais arrêter mon sleep. Là. Les commandes importantes, c'est Screen, -grand S. Après, une nouvelle session avec un certain nom. -ls pour les lister. Se reconnecter. Ça se peut que vous ayez des problèmes à vous reconnecter à un moment donné s'il arrive un problème quelconque. Votre session a dit que vous êtes attaché, mais vous ne pouvez plus vous reconnecter sur le terminal qui est attaché. Mais vous pouvez utiliser -grand D pour forcer à détacher de ce terminal-là, puis à partir de là, vous allez pouvoir vous reconnecter. Mais n'importe quel genre de problème comme ça que vous avez, Google va vous trouver la solution dans pas trop long. Là. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à Screen ou comment l'utiliser? Dans quel cas l'utiliser? Je sais pas. Oui? Avant la fonction sleep, lancer des commandes dans un script et mettre sleep vers la fin. Et continuer à faire les commandes qui sont avant. Non, non. Là, la question, c'est sleep. Est-ce que je pourrais avoir un script? Puis là, j'aurais des commandes, OK? Fait que, mettons, cat. De séquence, blablabla. Sûr que la commande ici en haut, elle a le temps de faire ce qu'elle veut. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne, dans le fond. La ligne avec la commande beau taille, par exemple,
Le bash, il ne va jamais aller interpréter celle-là ici tant que l'autre d'en haut n'est pas terminé de toute façon. Donc, c'est séquentiel, les commandes dans ce fichier-là, dans le fond. Il ne va jamais se rendre à une commande plus loin tant qu'il n'a pas fini une commande avant. Sleep, il ne sert pas à grand-chose, sincèrement. Là. Je vous ai montré l'autre fois un peu, là, vous pourriez faire, admettons que vous savez que votre ordinateur présentement, là, il est en train de calculer à fond, puis il va calculer pour les 2 prochaines heures, c'est sûr, et vous voulez faire une autre commande qui va calculer à fond pendant la nuit, mais vous partez dans 5 minutes. Okay? Vous pourriez faire sleep, être sûr, dans 2 heures ça va être fini, mais je veux dire 3 heures, puis une grosse commande. Avec mon fichier de séquence. Okay. En faisant ça comme ça avec le point-virgule ici, le point-virgule, dans le fond, c'est comme si ça disait c'est un script avec des commandes sur différentes lignes. Il va faire cette commande-là au complet, donc il va juste rien faire pendant 3 heures, puis après ça, il va lancer l'autre. Donc ça pourrait être une façon de juste lancer à retardement une commande. Il existe déjà une commande sur le système qui existe pour faire ça, qui est la commande act, mais la syntaxe est bien difficile à comprendre. Là, avec un sleep, ça marche bien. Faut faire attention par contre, si je fais sleep, puis que je lance, je vais mettre echo. Ah non, il ne fallait pas que je le lance tout de suite, puis je fais CTRL-C, il va me faire l'autre commande d'après. Là, il ne l'a pas fait. Bon. Dans certains cas, il lance la commande d'après ici. En faisant CTRL-C, il tue celle-là, mais il fait l'autre après. Des fois, c'est pas ça qu'on voulait parce que, justement, on venait de se dire qu'on n'était pas prêt à la lancer ou quelque chose. Là. Fait qu'il faut faire attention d'utiliser sleep. Je sais pas pourquoi là, il l'a pas fait. J'ai eu le problème hier que ça me l'a fait. Je sais pas si la config de ce serveur-là est différente de mon ordi. Là, mais... Oui. Ouais. Fait que là, la question, c'est sleep, il tourne encore. Comment je fais pour le tuer? La commande 4 qu'on était pogné dedans l'autre fois, c'est CTRL-C. Ah, dans l'instance, ben, là, ton instance, est-ce que tu es connecté dedans? Fais screen-ls. OK, fais screen-r. Ouais. Là, tu fais CTRL-C sur ta commande. T'es sûr qu'il tourne encore, Sleep? Est-ce que tu fais top pour voir? OK. Fait que là, tu peux faire CTRL-D pour sortir de screen. Mais là, mon Co4, là, il existe encore. L'instance? Ouais. Tu as fait CTRL-A, CTRL-A2 pour sortir ou tu as fait CTRL-D? OK. Ouais, il faut faire attention. Quand on rentre dans le screen, là, je vais vous faire un exemple. Je ne sais pas si je suis dedans. Oui, je suis dedans. OK. Fait que présentement, je vais faire echo dans screen. OK. Je vois si je me détache, CTRL-A. Je me suis détaché. Puis là, je vais me rattacher. Il me réaffiche exactement ce que j'avais avant. OK? Fait que ça se peut que j'aie de l'information ici en haut qui n'est plus vraie. C'est pas parce qu'elle est affichée là que c'est vrai, c'est une commande passée. Comme par exemple, ici, il pourrait me lister 3 autres screens, mais je les ai fermés les autres. Puis là, je viens de me reconnecter à celui-là. Puis il m'y afficherait encore ici. Mais même s'ils n'existent plus. Fait qu'il faut juste faire attention que ça, c'est de la vieille information en haut, qui s'applique peut-être plus. Moi, je vais screen. Y a-t-il des questions par rapport à ça? Ça prend quelques fois là, pour s'habituer à utiliser screen, dans le fond. Là. Mais dès que vous voyez que ça pourrait être bénéfique, testez-le là, vous allez vous habituer. Puis, je me souviens que j'aimais pas ça au début, mais c'est quelque chose de très pratique. S'il n'y a pas de questions, de votre côté, Eric, ça va? OK. S'il n'y a pas d'autres questions, ben, je vais juste faire un petit récapitulatif de ce qu'on a vu. On a vu Joe et Nano pour éditer des textes, des fichiers texte et des scripts. Je vous suggère d'utiliser Joe si ça vous convient. On a vu comment écrire et installer des scripts. Il y avait différentes étapes à faire. Bien mettre des commentaires, mettre le commentaire spécial en haut, dièse, point d'exclamation, /bin, /bash, changer le path, mettre notre programme dans le dossier qu'on a ajouté au path. Les fichiers de configuration bashrc puis profil qui contiennent de la config
que peut-être vous aurez à modifier dans le futur, entre autres si vous voulez changer le path, puis comment utiliser Screen. Ah, j'ai laissé une section que je pensais avoir enlevée, fait que je dis, on a vu la grande majorité des commandes puis des options qui vont nous servir pour faire pas mal n'importe quoi dans le futur. C'est plus ou moins vrai parce qu'il reste quelques affaires, là, mais en gros, avec ça, là, vous avez, je pense, un cours d'introduction à Linux qui est assez supérieur à tout ce que j'ai réussi à trouver en ligne ou que j'ai suivi, ou etc. Là. Vous avez quand même des bases solides sans trop de problèmes. C'est-à-dire qu'on n'a pas installé Linux sur votre ordinateur, ce qui nous aurait amené à bien des complications parce que tout le monde... Sur Mac, Windows, ça aurait été différent. Certaines personnes auraient eu des problèmes, etc. Là, vous avez comme juste la base dans le terminal. De toute façon, sur Linux, avec l'interface graphique, ben, ça finit par ressembler un peu à Windows puis Mac quand même. Donc, au prochain cours, on va voir comment transférer des données. Par exemple, on va vouloir installer des programmes. On va trouver en ligne l'adresse du programme, puis sur le serveur, on va aller le télécharger. Comment transférer des données de votre ordinateur à... Là, ça se peut que ce soit difficile, je ne sais pas si on va le faire comme ça. Là. Encore une fois, pour des raisons de... Il y en a qui ont Windows, il y en a qui ont Mac, etc. Mais transférer des données entre des serveurs, par exemple. Faire des boucles et d'autres petits trucs qui ont rapport avec Bash. Installer des programmes qu'on aura transférés, téléchargés. Puis, on fera une première petite analyse. Là. Dans le fond, on va installer Blast, puis on va blaster des séquences pour trouver des séquences similaires sur le petit serveur. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qu'on a vu aujourd'hui? Juste pour rappeler encore, la semaine prochaine, il n'y aura pas de cours. Je vais m'arranger que vous ayez encore un message de rappel l'autre semaine d'après. Puis, ben, s'il n'y a pas de questions... dans les exercices, vous allez voir, j'ai designé une petite suite d'exercices, dans le fond, là, qui va vous faire éditer un fichier texte, faire un petit script qui va afficher ce fichier texte-là, puis après ça, plus loin, éditer le fichier BHRC pour faire un alias qui va appeler ce script-là pour afficher le fichier texte, qui est un beau poème, qui m'a fait pleurer. Non, c'est pas vrai. Si vous avez des problèmes avec ça, vous pouvez toujours m'écrire un courriel, mais sinon, la semaine prochaine, on verra rapidement la solution de ça. Mais ça vaut vraiment, vraiment, vraiment la peine de faire ces exercices-là, parce que là, c'est pas mal intégrateur de tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, là. Sauf, mettons, les expressions régulières. Là, mais... Fait que s'il n'y a pas de questions, merci beaucoup, puis bonne fin de journée. Puis, ben, à Rimouski, si vous êtes dans les exercices, là, je reste encore un petit 10 minutes si jamais vous avez des questions.